Radio Flamme 90.6 FM. Alors j'ai une petite intro pour toi, voilà, c'est tout à ta gloire évidemment, écoute et régale-toi. Depuis James Hadley Chase, le polar était devenu chiant comme la pluie, se réduisant à un squat pour des histoires à dormir debout d'auteurs en mal d'inspiration. Mais avec l'arrivée de la géniale Christine Gaillon-Thépaut, tout cela a changé. En effet, face, disais-je, aux fariboles de Cluedo et autres histoires à dormir debout que l'on trouvait jusqu'alors, s'oppose maintenant l'univers de l'insomniaque Christine Gaillon-Thépaut, se constituant lui ouvrez les guillemets, de dormir debout à base d'histoires. Ce qui change tout, c'est l'inverse. C'est l'équivalent de l'invention de la fusion à froid à la place de la fission nucléaire, c'est le doigt de gant qui se retourne. Un nouveau paradigme à base d'enfer pour les malheureuses victimes de ces histoires sulfureuses. Focus sur l'univers des thrillers sans concession de Christine, en l'occurrence, sur son petit dernier, Manipulation. Ma chère Christine, bonjour. Bonjour à tous. Bon, ça t'a plu cette petite intro? C'était sympa, dis donc. Ah bah, j'essaie toujours d'être un peu créatif, voilà. Alors, des proches disaient, au sujet de l'insomnie, pour lutter contre l'insomnie, faites un quart d'heure de yoga, mangez une pomme crue, avalez une infusion de passiflore, prenez un bain chaud à l'essence de serpolet, frictionnez-vous à l'huile essentielle de jasmin et orientez votre lit au nord. Quand vous aurez fini tout ça, il ne sera pas loin de 8h du matin, ce à quoi Christine rajoute et écrivait des polars. Voilà, exactement. Alors j'ai tout essayé. Hein. T'as tout essayé, oui. Ouais. Donc c'est récurrent, non? C'est vraiment récurrent et puis je pense que ça fait partie d'une nature. Hein. Il y a pas, je veux dire, j'ai eu des événements de vie un petit peu comme tout le monde, des choses pas faciles, mais je pense que c'est pas forcément lié à ça parce que ça fait vraiment de nombreuses années, aussi loin que je me souvienne, j'arrivais pas à dormir la nuit. Bah, de toute façon, en général, c'est vrai que les écrivains, c'est soit le matin, soit la nuit. Hein. Ils sont en pleine. Moi, pareil, je suis en pleine forme le soir. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'ai plein d'idées, comme toi, je suppose. Hein. Oui, c'est ça, je suis plus active intellectuellement à partir d'une certaine heure. Ouais. Yes, alors reformulons. Si j'avais fait l'interview le matin à 8h, ça aurait été plus compliqué, voilà. Reformulons, donc pour pallier à cet éveil forcé, tu inventes des thrillers, autrement dit, c'est le serial killer face au serial killer, à savoir l'horloge nocturne égrenant les heures sombres des nuits blanches. C'est un peu ça, oui. Et donc c'est tellement vif qu'il faut te suivre. Hein. C'est un petit peu ça, oui. En fait, c'est vrai que quand j'arrive pas, donc forcément, quand on dort pas, on pense beaucoup. Parce que je me lève pas toujours. Je me dis, bon, allez, je vais réussir à m'endormir. L'hiver, c'est pas toujours évident de se lever, donc je pense. Et en pensant, il y a plein d'idées qui viennent. C'est vrai que la nuit peut être très, très riche. Et il y a très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre, un premier. Et les opportunités de vie ont fait que j'ai travaillé et que l'opportunité ne s'est pas présentée. Sauf un jour. Un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans, à peu près 4 ans que j'ai commencé. Ah yes. Donc c'est venu un peu c'est vraiment venu de là. Donc l'écriture trouve sa racine justement dans cette insomnie un petit peu, non? Ouais. Alors c'est difficile à dire. En tout cas, ça m'a aidé. Mais il y a vraiment très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre. Quand j'étais ado, je griffonnais des petites choses. Donc c'est quand même quelque chose qui était récurrent et qui trottait dans ma tête. Ah bah l'écriture là, oui. Voilà. Après le fait de pas dormir. C'est vrai que ça enrichit énormément, ça donne des idées. Bah, autant s'en servir. Hein. Exactement. Autant pas perdre de temps. Et les idées, j'ai commencé à les noter. Parce qu'à un moment donné, j'avais des idées, puis je comptais sur ma mémoire pour me souvenir de tout. À un moment donné, c'est pas si évident. Donc j'ai commencé à noter des idées. Et puis, c'est vrai qu'il y a 4 ans, je travaillais encore dans une grande entreprise, mais j'ai eu l'opportunité de commencer mon premier roman. Voilà. Alors, le manque de sommeil rend agressif, l'insomniaque niaque, mais uniquement dans les bouquins, rassure-moi. Hein? Moi, non, je le ressens pas trop. Non, c'est tes personnages qui sont méchants. Toi, t'es gentil. C'est ça. Tout à fait, ouais, parce que c'est vrai que j'ai des personnages. Mais en fait, c'est un peu une façon d'exorciser. Bah, bien sûr, tout à fait, mais tout à fait. C'est très loin de certains écrivains. Regarde, je rencontre à des salons des gens absolument charmants. Oui. Des écrivains, des auteurs absolument charmants qui écrivent des choses très très noires. Donc, c'est pas forcément assimilé à la personnalité de l'écrivain. Et Dieu merci. Et Dieu merci, parce que... Et en plus, il n'y a rien d'autobiographique dans ce que j'écris. Il peut y avoir des petites anecdotes parsemées dans mes romans. Il n'y a absolument rien d'autobiographique. Et puis mes chers auditeurs et auditrices, vous verriez Christine, elle est absolument charmante. Hein. Oh, tout à fait, tout à fait. Alors parle-nous un peu de ce parcours atypique, un parcours scolaire ou plutôt solaire que tu commences à dessiner avec tes crayons de soleil. Donc tu fais plein de choses, hein. Oui,
c'est vrai. En fait, j'essaie de vivre 3 vies dans une. Donc ça. Du 3 en 1. C'est pas mal d'activités. Atypique, oui, parce que je suis un petit peu autodidacte, pour te dire. Donc j'ai pas un parcours scolaire classique. Et malgré tout, je suis sortie de l'école, à vrai dire, assez tôt. Et je suis rentrée chez Canal+ au début de la chaîne. Ah, t'as pas fait un métier artistique, t'as pas fait de l'artistique avant, non? Si, pardon, tu vois, quand c'est plus que moi, j'en oublie. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Quand j'étais ado, je prenais des cours de théâtre. J'ai fait du théâtre amateur, d'ailleurs, je dis des cours de théâtre. En fait, je faisais du théâtre amateur. Oui. Une petite troupe dans une petite ville de province. Et j'adorais le théâtre déjà, effectivement. Ah, c'est génial le théâtre, oui, tout à fait. Ouais, j'aime toujours beaucoup l'art vivant. Alors tu en fais toujours, non là? Non, mais j'allais y venir, je vais essayer de tout dire dans le désordre, mais j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre. Ah, super. Ouais. Non, j'adore le théâtre, j'aime l'atmosphère, l'odeur des salles, l'ambiance. Tu sais que le théâtre, c'est la vraie 3D parce que tu peux taper sur les épaules des acteurs. C'est pas faux. Alors, sans trop dévoiler, ça va être quoi cette pièce? Alors, la teneur, c'est du... Ah, là, ce sera plutôt de l'humour. C'est théâtre d'humour, d'accord. Sur l'art vivant, j'ai l'impression, mais c'est peut-être un a priori, mais qu'on se déplace plus pour aller voir, pour se marrer, pour se détendre. Tout à fait. Alors qu'un roman, c'est plus intimiste, et je sais pas, le roman, j'ai tendance à écrire des choses quand même noires et assez dures, alors que là, la pièce, je suis partie vraiment pour un truc marrant. En fait, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que en fait, tu te laisses aller à tes instincts, tu dis voilà, j'ai envie d'écrire ça, bah, j'ai envie d'écrire un truc sombre, bah là, t'écris un truc sombre. Voilà. Et puis voilà, là, t'as envie d'écrire un truc marrant, tu te laisses pas enfermer dans une case, quoi. Ben non. Et d'ailleurs, au début de l'écriture, là, j'ai terminé mon 5e roman. Non, je viens de terminer mon 6e, mais là, je pourrais pas le dévoiler parce que la lecture, c'est vraiment le tout début. Mais jusqu'au 5e roman, je vais pas dire que je me suis cherchée, mais j'ai écrit, comme tu dis, un peu à l'instinct. Et puis j'ai découvert que j'étais plus à l'aise sur du thriller, du drame, voilà. Et donc après, en tâtonnant, j'évolue, je me rends compte qu'entre le premier roman et le dernier, il y a une réelle évolution, quoi, en plus. Bah, je me rappelle, pour t'avoir côtoyé l'année dernière, puisqu'on était voisins de Tablé, c'est vrai que tu avais du succès avec tes romans, je m'en souviens. Oui, oui, je suis assez contente. Tu as déjà des fans? Oui, c'est vrai, il y a des gens alors à des salons, ça me fait très plaisir, je les remercie beaucoup. Il y a des lecteurs qui reviennent me voir parce qu'ils ont lu, par exemple, l'avant-dernier qui était Sibéria, et qui viennent acheter le suivant. Et j'essaye de leur parler de dessinatrice. Ils disent non, c'est bon, on prend. C'est sympa, hein. Ça, c'est génial, ça. Voilà, comme ça, ils sont garantis de la qualité. Alors là, ma chère Christine, je vais faire un peu mon Pierre Bellemare. Puisque parallèlement au théâtre, tu as vu un moment privilégié, tu vas vivre l'instant Canal+, quand Canal était encore Canal. Tu vas côtoyer les dieux de l'Olympe, à l'intérieur de la crypte du crypté, le rêve de tout mortel de l'époque, les nuls, Antoine Decaune, José Garcia, etc. Ça, c'est génial. Raconte. J'ai vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. Je suis rentrée à Canal un petit peu au culot, parce que on n'y rentrait pas super facilement déjà à l'époque. Et en fait, j'étais un bébé et j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il y a une association d'ailleurs qui s'est créée avec tous les gens qui ont créé Canal, les initiateurs. Et on a tellement une attache très très forte à cette chaîne et à cette histoire. Ah bah c'est même ceux qui étaient de l'autre côté du poste. C'est terrible, c'était extraordinaire. Et du coup, on a créé une association, on se retrouve régulièrement pour des fêtes, pour des événements. Ah génial. Alors donc tu côtoies les nuls, tout ça, un Chabat, non? Ouais, enfin, alors il y en a que j'ai eu l'occasion de connaître plus que d'autres. Je connaissais pas tout le monde, mais oui, bien sûr, je les ai côtoyés. Ah c'est génial. Alors tu vois, il y avait Chabat et toutes les têtes d'affiche évidemment, mais même jusqu'à l'employé de base, même jusqu'à la petite secrétaire et ça, tout le monde avait un espèce d'état d'esprit. Oui, c'est ça. Tout le monde était content d'être là. Voilà. Exactement. Il y avait une ambiance extraordinaire. Ah bah ça se ressentait. Voilà, quand tu allais travailler, tu t'amusais tout en travaillant. On a gagné de l'argent, il faut être honnête, on a tous gagné de l'argent, à tous les niveaux, parce que quand Canal a commencé à vraiment exploser, c'est-à-dire en 87, 90. Ah c'est ça, oui. Voilà, et t'entrais en bourse, etc., là tout le monde a gagné de l'argent. Voilà, j'ai vécu vraiment quelque chose de... Et donc tu voyais t'étais dans la... J'imagine que t'étais dans la salle quand Decaune et Garcia faisaient leurs conneries, t'étais aux premières loges. En fait, il s'est passé tout a été très évolutif parce que quand Canal a commencé à gagner beaucoup d'argent, ça s'est explosé dans le sens où commercialement,
comme ça marchait mieux, il a fallu recruter beaucoup plus de gens. Moi, j'ai commencé, on était environ 450 et on est arrivé à un moment donné à 5000 employés, quasi. Ouh là 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 là. Ouais, 4-5 000. Je te parle en plus, c'est-à-dire je parle pas des prestataires et de tous les gens qui travaillent avec Canal. Donc forcément, les locaux étaient trop petits et on a déménagé assez souvent, assez fréquemment. Ah, bah ça, tu vois, je savais pas ça. Ouais. Ouais, on a commencé, le siège était dans le 15e, c'est des locaux relativement petits, donc là oui, on côtoyait forcément beaucoup de gens. On descendait à l'heure du déjeuner aux émissions du midi, qui étaient en direct, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'était Philippe Risoli qui présentait un temps, voilà. Exact. Donc, et puis le soir, de temps en temps, on allait sur les plateaux aussi. Donc oui, bien sûr, c'était vraiment sympa. Et puis on a commencé à déménager, moi j'ai déménagé souvent à Canal, très souvent. Ah non, c'est franchement une super époque, tu as eu la chance de vivre ça quand même, c'est grandiose. J'ai eu beaucoup de chance de vivre ça, j'en ai conscience. Bon, après, on connaît tous un peu l'histoire, ça termine moins bien. Ça a été fulgurant, en fait, ça a été une réussite fulgurante et qui, capote un petit peu maintenant. Enfin, Bah, c'est vrai que le canal d'actuel, c'est plus le même. Hein. Du tout, ça n'a strictement rien à voir. D'abord, c'est devenu une entreprise. C'est ça, voilà. Cet esprit qui était quand même familial, différent. Il y avait vraiment une différence. Il y avait une particularité, une ambiance. Puis comme tu dis, voilà, c'était vraiment un vivier de talent, quoi. Tout le monde sortait de là, quoi. Je pense, parce que même dans les postes, disons, moins exposés, moins importants, il y avait beaucoup d'artistes. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel qui est difficile à décrire. Une petite anecdote de cette époque, non? C'est quelque chose qui te revient? Il y en a tellement. Tu vois, par exemple, dans les couloirs, il y a des gens qui se promenaient en trottinette, quoi. Et il y avait tout le temps des scènes insolites, en fait, tout le temps. Il y avait tout le temps qui avait une idée pour faire quelque chose d'insolite que j'ai jamais connu dans d'autres entreprises. À la fois, j'ai commencé jeune chez Canal, mais... Non, mais et puis tout le monde était content, effectivement. C'est pas justement comme tu dis le simple rouage de base, le machiniste. Voilà, il était bien traité et il était heureux d'être là, quoi. Exactement. Et on se retrouve encore. C'est dit maintenant, même plein de gens qui sont plus là-bas, on se retrouve demain soir. Il y a une fête justement où on va se retrouver. Ah yes. Alors qu'est-ce qu'il y aura là? Tu peux nous mettre l'eau à la bouche là? Il y aura qui par ceux qu'on connaît? Alors parmi les fêtes récurrentes, on a dans les personnes connues, parce qu'il y en a qui sont tous équivalents. Je veux dire, moi j'aime tout le monde au même niveau, mais dans les gens un peu connus, tu vois, t'as Philippe Dana qui est tout le temps parmi. Ah oui, il présentait les dessins animés, lui, c'est ça, il me semble. Oui. Philippe Dana, il est absolument charmant, quoi. Il a une tête sympa. Eh ben, il est aussi sympa qu'il paraît. L'étiquette est conforme à la boîte. Exactement. Non, t'en as plusieurs qui nous suivent, quoi. T'as le directeur artistique qui a créé toute la charte Canal, Étienne Robial, qui est hyper sympa, qui nous suit toujours, qui sera là aussi. Et des types comme Laurent Chalumeau, tout ça, non? Ils seront là? Ah, je sais pas si Laurent sera là. Tu l'as connu? Je connais le nom, mais c'est-à-dire qu'on a à peu près le même fond de commerce, parce que toutes les vannes qu'ils trouvent, moi je trouve à peu près les mêmes, mais sauf que moi je suis pas connu. Ah oui. C'est dommage. Des fois tu rages, tu vois, parce que ça c'est le drame de ma vie, parce que je trouve des trucs vachement en avance. Oui. Et ça sort 3 mois après, tu dis, moi ça fait 3 mois que je l'ai. Hein, et là tu manges tes doigts. Allez, on reprend ma chère Christine. Ensuite, donc, la saga de Christine se poursuit, elle progresse tellement qu'elle est devenue le tout. À la fois le tableau, en artiste peintre, et aussi le cadre, chef de promotion marketing. Alors, ça fait quoi d'atteindre cet état d'illumination, à la fois le tableau et le cadre? Alors, la peinture, j'ai essayé, quand j'ai eu ma fille, j'ai arrêté de travailler 3 ans, j'ai pris un congé parental pour m'occuper d'elle, et puis du coup, pour m'occuper aussi tout court, en plus d'elle, j'ai peint parce que j'avais envie aussi. Je suis pas sûre que c'est là où j'excelle le mieux. Déjà, je reproduis, je crée pas. J'ai tendance à reproduire quelque chose de... Ouais, mais ça, je suis sûr que si tu te lançais, tu y arriverais, non? Peut-être, mais on a qu'une vie, quoi. Eh ben, c'est ça le problème, c'est ça. La vie est beaucoup trop courte. Voilà, exactement. Mais d'un autre côté, tu vois, j'ai essayé vraiment plusieurs choses, et je pense que l'écriture, c'est ce que j'ai trouvé de plus difficile, mais c'est ce qui me plaît le plus. C'est ce qui te plaît le plus, parce qu'effectivement, on se cherche tous plus ou moins, et des fois on se trouve même pas. Hein. Et toi, t'as eu cette chance-là de trouver ton Graal, quoi, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais, tout à fait. Et la musique, non? Pour avoir la trilogie, dessin, musique, peinture? J'apprends le piano, parce que c'est pareil, j'ai toujours adoré le piano. Alors j'aime beaucoup le classique, j'aime beaucoup la musique classique, et j'aime le piano en général, j'ai toujours adoré. Donc
voir des doigts qui dansent comme ça. Ah, c'est génial, hein. Moi, je joue du piano, j'ai appris tout seul aussi, je suis comme toi, je suis autodidacte. Et là, je suis en train de faire les Doors Rider on the Storm, d'oreille. Ah, c'est génial, quel beau morceau. Mais il est pas facile, là, je peux dire, la main droite. Très dur, hein. Ouais. Un de ces quatre, faudrait que je vois ce que tu sais faire, déjà. Au piano? Au piano, oui. Mais je suis débutante. Ah oui, tu débutes. Ah oui, je débute, il n'y a pas longtemps. C'est pareil, parce que du coup, là, je ne suis plus à Canal+, donc je consacre tout mon temps à écrire. J'ai écrit le scénario d'un long métrage, c'est l'adaptation de mon second roman. Yes. J'ai pas voulu éditer. Alors, j'ai eu un éditeur qui m'a proposé d'éditer à compte d'éditeur sur le second roman. Au début, on s'est dit, ok, on y va. Il m'a proposé quelques petites modifications. Et puis, de modification en modification, on a proposé trop à un moment donné. Et puis, ça me gênait. Je lui ai dit honnêtement, là, l'histoire m'échappe. C'est plus mon roman. Je préférerais que, le garder en l'état, le mettre en e-book. Et, on verra pour un autre roman. Et en e-book, c'est chouette. Non, c'est le côté e-book. C'est sûr, hein. Donc, il marche très bien. Il s'appelle Je n'aurais pas dit. Il porte sur le thème de la culpabilité. Oui, j'ai vu que tu avais fait ça aussi. Non, mais t'es multicarte. Alors, parle-moi de cette chef de promotion marketing. C'est quoi ça? C'est un incident de parcours? Ou t'es toujours dedans? Non, ça me plaît. Je suis plus dedans, mais je l'ai fait quelques années quand même. T'as fait ça il y a quelques années? Alors, ça consistait en quoi, ça? En fait, c'est de la pub. Pub, d'accord. Le marketing, c'est un terme assez vaste, mais en gros, c'est de la publicité. Dans le marketing, tu as ce qu'on appelle le géomarketing, c'est-à-dire que ce sont des analyses chiffrées de ce qu'aiment les gens, pourquoi, enfin, c'est du décortiquage des goûts des gens, de pourquoi, etc., par région, par ça. Dans le marketing, tu as aussi ce qu'on appelle la partie promotionnelle pure et dure, c'est-à-dire que c'est du calcul d'offres. Oui, d'accord. En fonction de budget. Parce que moi, chef de promotion, c'est ce qu'on appelait la mise en place, en fait, en magasin, des opérations promotionnelles. Donc, c'est tout ce qui accompagne les opérations promotionnelles, donc principalement ce qu'on appelle la PLV. Quand tu vas dans les grands magasins, ah oui. Je ne vais pas les citer, mais bon, voilà. Tu as des grands panneaux publicitaires, ce qu'on appelle des totems, des choses, tu sais, qui forment du plafond, des flyers. Oui. C'est tous ces éléments de PLV, comme publicité sur lieu de vente. Je faisais des négociations avec les centrales, il y en a beaucoup dans le Nord d'ailleurs, des directeurs de centrales pour des mises en avant d'opérations promotionnelles ponctuelles. Tu vois, c'est-à-dire qu'une semaine par an, avec une grosse enseigne, on fait une grosse opération. Donc, je faisais des négos d'abord pour la mise en avant magasin, etc. J'ai fait des pubs magazines, j'ai fait des pubs web. Eh ben. J'ai balayé pas mal de choses, et c'était intéressant. T'es comme la déesse Kali, toi. Elle dit, j'ai pas 4 bras, hein. Non, j'en ai 8. C'est ça. Non, c'était pas mal, c'était intéressant. Un peu stressant comme travail, mais c'était intéressant. Et parallèlement à tout cela, donc, on revient sur l'écriture, qui est toujours sur un post-it dans un coin de ta tête. Exactement. Et finalement, je vais te dire une chose, le marketing a pu être, peut-être pas un déclencheur, mais m'aider. Parce que, bien sûr, on travaillait avec une agence, on faisait des créas, ce qu'on appelle des créations. Mais nous, à l'initiative, on faisait des briefs. Et c'est la plupart du temps nous qui faisions quand même le texte, si tu veux. Oui, tout à fait, oui. Voilà, et on avait des supports limités. Et le marketing, c'est un réel exercice de français parce que il faut toujours choisir le mot juste, la virgule. Tout à fait, oui, parce que tu étais dans le slogan, moi, c'est ça, hein, un petit peu. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Et du coup, c'est sympa, et c'est un très bon exercice pour apprendre à dire les choses comme tu vas chercher chaque mot. La valeur de chaque mot, quel mot utiliser. Tout à fait, mais un slogan, c'est littéralement une formule magique, hein, tout à fait, oui. Moi, j'en fais des faux. Ça m'a beaucoup aidé. J'en fais des faux, moi, pour rigoler, mais moi, je vais aller voir les démarches, je vais aller voir les boîtes de pub, je vais leur dire, voilà, si vous voulez pas que je balance ça, vous me donnez des sous. Moi, c'est l'inverse. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Alors donc l'écriture, tu me dis, ça apparaît il y a à peu près vraiment 4-5 ans dans ta vie, quoi. Il y a à peu près. Hein. C'est ça. Le premier roman que j'écris, c'était écrit un peu, pas structuré, tu vois. C'est pas. Parce qu'effectivement, comme tu es autodidacte, c'est effectivement. Alors il y a toute une gymnastique d'écriture au niveau des ressorts d'écriture, comme on dit, tout ça, mais ça tu ne l'avais pas au départ. Non, et tu as tout compris, exactement. Mais ça l'a fait quand même. J'ai appris. Ça l'a fait quand même. C'est-à-dire que moi, quand je relis le premier, je me dis, ok, il y a une évolution, c'est évident. Et l'histoire était sympa. Et je pense que c'était vraiment en termes purement littéraires bien écrit. En revanche,
moi, je vois des lacunes. Si tu veux, quand je relis mon premier roman, je vois des lacunes. Ah bah c'est plutôt positif, voilà. Ouais. Et quels sont tes modèles d'écriture, des gens que tu admires justement Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Alors moi, il y a déjà les grands classiques, la plupart des grands classiques français, tu vois. Enfin, français, non, pas que d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup aussi Dostoïevski. Donc, oui. Donc déjà, dans les grands classiques, je suis admirative du travail colossal qu'il y avait. En plus, c'est une écriture très soutenue, très belle, etc. Et dans les contemporains, il y en a plein que j'admire aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup Stephen King. Ah bah alors là, on est deux, parce que j'ai tout lu aussi de lui. Hein. C'est le mec qui écrit le mieux, moi je trouve, un des types qui écrivent le mieux. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, tu as du mal à lire d'autres personnes, parce que c'est moins bien écrit. C'est tout bête. Il a vraiment... Voilà. Ouais, bah forcément que ça t'inspire, puisque tu fais un peu la même chose. Ben, c'est ça. Après, lui, Stephen King, il en écrit un par an minimum. Donc, et puis, il a écrit depuis des années, il a commencé tout petit, et il y a un entraînement. Je veux dire, le plus tu écris, le plus tu t'améliores, enfin, quelque part. Mais King, il est fabuleux. Je ne peux que souscrire. Il est extraordinaire. Maintenant, dans les contemporains, il y en a d'autres qui sont très très bons. Et je me nourris de ça, bien sûr. Ah bah, il y a un peu dans ton style. Alors lui, il est vraiment très... Il y a Maxime Chatham aussi qui tape fort. Bien, je l'ai lu. Alors il est très très bien, mais c'est vraiment violent. Moi, oh la conjuration. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement de lui? C'est la conjuration maudite ou un truc comme ça. Là, Du mal, non, la conjuration. Ou la conjuration primitive ou quelque chose comme ça. Mais alors le truc, vraiment... Mais alors j'ai lu quelques extraits de tes livres. C'est vrai que ça ressemble pas mal. Hein. C'est assez fort. Hein. Peut-être moins trash. En tout cas, Sibéria, c'est approchant, il y a des scènes quand même un petit peu difficiles. Il y en a une, on va dire une ou deux qui est un petit peu difficile. Je sais pas si c'est aussi trash que Chatham, je crois pas. Non, parce que lui, non, il fait vraiment très fort. Oula, je m'étonne. Alors, à ton actif, ma chère Christine, il y a 5 romans, donc à moins que j'en ai oublié, mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, me semble-t-il. Alors, il y a Manipulation, Sibéria. Le dernier, voilà. Le fameux Je n'aurais pas dû que tu vas adapter en scénario, c'est ça, hein Le souffle d'un inconnu, la page en plus, ben, joli parcours. Bah merci. Intrigue toujours à base de... Attention par rapport à ça. Tu vois, je me situe pas. J'essaye de faire au mieux de m'améliorer. Mais merci. Non, mais franchement, oui. Bah, quelque part, je t'envie parce que moi aussi, j'ai pris un peu cette voie-là, mais je suis un peu en retard, moi. Je suis une huître encore petite, moi. J'ai pas encore grossi. Alors vas-y, grossis. Bah, c'est ce que je fais. Moi, j'ai un deuxième en route aussi là. Alors moi, je suis dans la bio. C'est pour ça que je te pose, à la limite, moi, je m'instruis moi-même quand je te pose des questions sur les ressorts, etc. Parce que moi, je suis dans la biographie romancée. Donc moi, j'ai déjà une trame qui est toute faite. Ouais. Parce que moi, avec 2 lignes, c'est vrai que je te débat ça en neige, j'arrive à faire 4 pages. Oui, c'est bien, ouais. Donc après, effectivement, il y a plein de techniques. Tu as appris des techniques alors, oui ou... Alors oui, je me suis appuyée sur justement des documents, etc. J'ai écouté beaucoup de conseils, j'ai lu énormément. Et après, comment dire, il y a les techniques pures et dures, mais je pense qu'il faut les adapter à son propre instinct, à sa façon de travailler. Et maintenant, j'ai des méthodes qui me semblent fonctionner. C'est-à-dire que déjà, j'ai un travail préparatoire très conséquent. Déjà, il y a une idée qui mûrit dans ma tête. Ensuite, je pose toutes les idées en vrac. Yes. Et je m'arrête, on est sur le côté, je note, je pose tout en vrac. Et ensuite, je structure toutes les idées. Je structure le déroulé de l'histoire et je me documente. Alors, selon les thèmes, je vais me documenter plus ou moins de façon importante. Mais tu vois, sur Sibéria, tout le contexte historique est vrai, le contexte social est vrai. Je connaissais un petit peu l'histoire quand même, donc ça m'a aidé. Oui. J'ai quand même documenté pendant un mois, parce que je ne veux pas non plus, tu vois, dire de bêtises sur un roman. Donc je me documente aussi énormément. Ça fait partie de mon travail. Après, quand tout ce travail est prêt, je me fais aussi ce que j'appelle les armoires à prénoms. Je ne veux pas avoir, tu vois, à chercher des prénoms, des noms pendant que j'écris. Je veux que tout soit fluide. Ouais, tu te fais des grilles, voilà, c'est ça. Exactement. Tout est prêt et j'ai plus qu'à aller chercher des informations déjà existantes. Et après, quand je commence à écrire, ça va très vite du coup. Et je m'auto-corrige au fur et à mesure. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, je te dis n'importe quoi au hasard, j'écris 5 pages un jour. Le lendemain, quand je reprends, je relis mes 5 pages. D'abord pour me remettre dans le bain, moi-même, et puis pour m'auto-corriger. Voilà, ou tu peux écrire également sous la douche, comme ça tu n'auras pas à te remettre dans le bain. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Quel est celui que tu préfères parmi tes romans? Je sais pas.
c'est super difficile à dire parce que d'abord, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est comme dire, je préfère un enfant parmi tous mes enfants, mais je le dis pas. C'est difficile de renier parce que préférer un, ça veut dire renier les autres quelque part, quoi. Alors, on peut le formuler autrement, mais déjà, j'ai progressé, c'est sûr, et à partir du... T'as une tendresse pour tous, voilà, c'est ça. D'un autre côté, le second roman, il était bon, il plaît vraiment beaucoup. Tu vois, je n'aurais pas dû. C'est celui qui a le mieux marché au niveau vente, ça oui? Ben non, pas forcément. Pas forcément. Siberia non, parce que Siberia, au niveau vente, il a très très bien marché. Et Manipulation aussi, les 2 derniers là. Ah oui. Bah, on va en parler tout de suite. Attends, on y est presque. Et puis les 2 derniers, en plus, ils sont édités. Donc forcément, il y a beaucoup de Français qui préfèrent ce côté toucher, l'odeur du papier. Ah bah tout à fait. Moi j'en fais partie. Hein. Bah, je sais pas pour toi, mais je suppose que oui aussi. Hein. Alors moi j'aime bien la liseuse parce que quand on part en voyage, c'est ultra pratique, ça se glisse dans le sac. Et puis il y a des avantages, c'est quand il y a un mot où tu as un doute ou tu le connais pas tout simplement, t'appuies dessus, t'as le dictionnaire qui t'affiche. Donc il y a quand même des avantages à la liseuse. Mais alors tu as tous les livres sur une liseuse par exemple? Non, t'as pas. Oui, t'as pas tout. J'adore quand même la version papier. J'adore qu'on m'offre un beau livre. J'aime bien, tu vois, les beaux livres. Donc non, j'aime les deux, moi, mais j'ai peut-être une tendance à préférer le papier quand même. Ouais, mais la liseuse, c'est pas facile à corner. Par exemple, quand tu cornes ta page, c'est pas facile de mettre des post-it dessus. Ou alors tu pètes les coins, c'est... Exactement. Et alors, vous croyez que vous savez... je parle aux auditeurs. Vous croyez, mes chers auditeurs auditrices, que vous savez tout sur Christine? Eh ben pas du tout. Elle a encore des surprises. Il y a encore des tiroirs. Parce qu'à côté de ça, Christine a une sorte de blog où elle couche de bien jolis textes au gré de ses humeurs. Comme par exemple celui-ci que je vais lire. Alors franchement, super ton texte. Ah bon? Je regardais le ciel, un nuage ressemblait à un lit douillet. Un frisson chaud m'a parcouru et enveloppé. Les enfants venaient de s'endormir. L'appartement sentait bon, les odeurs de cuisine. Ma femme et moi pouvions nous reposer. La journée était enfin terminée. Je me sentais en sécurité dans mon appartement, comme si les murs me protégeaient des souffrances du monde. C'est alors qu'un froid m'a pénétré, comme des lames d'acier. Je me suis réveillé sur un trottoir dur et glacé. J'avais oublié que ma vie était dans la rue. Mes pleurs sont aussi forts que votre arrogance. C'est beau, hein? C'est marrant parce que quand tu le lis, ça me touche. Ah bon? Oui, c'est marrant. Ah ben, on peut penser un contrat si tu veux. Moi, je peux faire des lectures de tes livres, hein. Y a pas de souci. Non, mais là, particulièrement, je l'avais oublié, ce texte. Enfin, oublié. Quand il lit, bien sûr, ça me le remémore, mais ouais. Non, mais c'est vrai qu'il a intense déjà en émotion. C'est vrai que moi, quand je l'ai lu, je pense que toi, la puissance du verbe, c'est pas des conneries. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans les mots, c'est comme des chaussures. Des fois, ils sont habités. Il y a quelque chose dans la chaussure. Ouais, c'est très bien dit. Très bien dit. Je vois la note est très bien. Mais ouais, parce que ça me touche beaucoup. Puis c'est tellement difficile de voir ça me touche beaucoup. Et je me mets dans la peau de quelqu'un qui dormait dehors. Tout à fait. Tout ce que on a tendance à se dire, quand on a tout ce qu'il faut, un minimum de confort matériel et tout, on a tendance à se dire que c'est impossible. Et pourtant, il y a des gens qui en sont arrivés là, alors que... Mais ça peut aller très vite en plus maintenant. Hein. C'est vrai que ça peut toucher tout le monde, cette histoire. Et puis moi, c'est vrai que en plus, on en parle beaucoup actuellement là. Et le fait, par exemple, que tu vois les restos du cœur, mais ça c'est une réflexion personnelle. Voilà, ça dure encore, c'est une aberration parce que normalement, c'était pas fait pour durer. Et puis voilà, et puis ça prend de l'ampleur. C'est vrai. Après, maintenant, la réelle motivation derrière les restos du cœur est discutable en plus. Mais bon. Oui, je sais qu'il y a des choses. C'est quand même qu'il y ait des gens qui a mangé, tu vois, qu'il y ait des soupes de distribuer, etc. Quand ils n'ont rien à manger, c'est froid et tout. C'est l'essentiel. Mais tout à fait. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me touche, moi, de savoir que des gens mangent pas. C'est vrai que il y a des choses qui nous touchent et pas d'autres. Mais ça, le fait que des gens mangent pas, ça m'a toujours. Parce que tout le monde doit manger normalement. Voilà. Ah, voilà, tout le monde doit manger, exactement. Surtout en Occident, ça paraît énorme, compliqué de se dire que on a l'impression qu'on a toujours notre assiette bien remplie, mais non, pas tout le monde, quoi. Mais oui. Mais c'est vrai chacun a sa version du monde, puisque le monde, c'est le ressenti du monde que nous vivons. Chacun a son ressenti du monde. On voit pas le même monde, chacun. Et effectivement, des fois, on est surpris parce que tu t'aperçois qu'il y a des mondes parallèles, sans jeu de mots, qui ne sont pas les nôtres. Et enfin, c'est comme ça que je le vois. Non, mais t'as raison. Tout à fait. Enfin bref, ton texte super bien vu. T'avais écrit ça comme ça, voilà. Oui, tout à fait. C'est venu comme ça, c'est tombé dans ma tête. Je dirais, c'est presque tombé dans ma tête. J'ai pas vraiment cherché. Un côté rebelle dans l'écriture, hein. Un petit peu. Hein. J'ai cherché quand même le mot juste, un minimum, si tu veux, mais ouais.
Puis il y a un très bon, et en plus il est bien tempéré ce texte. Il y a il y a un bon timing et puis la formule de fin, là, paf, elle arrive comme un fer rouge. Merci. Un côté rebelle dans l'écriture, écriture thérapeutique comme une sorte de soupape de sécurité un peu quand même, oui. Ah oui. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça, oui. Je pense, tu sais, c'est un peu une façon d'exorciser. C'est-à-dire que, tu vois, la plupart de mes romans, dans la plupart de mes romans, il y a des choses assez dures, hein, vraiment dures. Et c'est pas moi, enfin, je les ai pas vécues. En revanche, soit des gens ont pu les vivre, soit potentiellement ils ont pu les vivre, soit ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Et c'est une façon d'exorciser, je pense. Mais tout à fait. Oui, ça m'angoisse. Mais tu sais que quelque part, effectivement, en dehors du plaisir qu'on a à lire un livre, je pense que justement, les polars, les fictions, etc., ce que tu écris, véritablement, il y a une fonction, il y a une utilité, c'est-à-dire des choses, par exemple, parce que des fois, on a besoin de vivre tout un panel d'émotions. On peut pas toujours être dans la joie, et on a besoin de vivre des choses un peu trash, mais sans le danger. Et ben toi, quand tu lis un bouquin, effectivement, t'es dedans, et ça permet de vivre l'émotion sans le danger. C'est ça. Et je pense que même pour les lecteurs, il y a quelque chose comme ça aussi qui se passe. Parce que moi, je lis aussi des polars. Hein. On parle maintenant de ton actu. Manipulation, ton dernier roman, qui n'est pas l'histoire d'un kiné meurtrier qui manipulerait ses victimes jusqu'au démembrement, mais de Gabriel, un reporter qui va se retrouver happé dans un mécanisme diabolique. C'est ça, hein? Exactement. Exactement. Alors, en quelques mots, oui, c'est... En fait, ce qui m'a inspiré ça, c'est... C'est venu comme ça, ou il y a une affaire, non, précise, qui peut-être Non. Enfin, ce qui m'a inspiré ça, c'est vraiment comment expliquer ça je suis pas forcément douée pour les pitchs, mes romans, c'est bête, hein, c'est ballot. Mais les rapports entre les gens c'est ça, sont complètement faussés. C'est-à-dire que toujours, on se connaît pas. Des fois, on peut vivre 20 ans avec quelqu'un, même en famille. Parfois, il y a des surprises. On se connaît pas. Il y a des surprises. On se connaît pas toujours soi-même. On peut même se surprendre soi-même. Donc, autant dire, les relations, les liens entre les autres peuvent être surprenants parfois. Et il y a des fois où c'est vraiment on tombe des nues. Je veux dire, il y a des gens autour de moi, où ça m'est peut-être déjà arrivé, on tombe complètement des nues. On se dit, mais qui je connaissais, mais c'est pas possible. T'as l'impression qu'il y a un espèce de compartiment secret qui s'ouvre, c'est ça, hein? Ouais. Et du coup, c'est un peu parti de ça, mon histoire. Elle est née un petit peu de ça. Ça tourne autour de ça, d'accord. C'est-à-dire que des gens qui ont des personnalités très très fortes, qui sont parfois très torturés, et qui arrivent à le cacher plus ou moins, ou qui arrivent à se déguiser, et un jour les masques tombent, ou pas, d'ailleurs, et en fait, ça tourne un petit peu autour de ça, c'est un drame. Alors, c'est pas vraiment un thriller, c'est pas un thriller, je dirais. Alors, ça commence quand même par cette pauvre femme, Ursula, qui est trouvée décédée. Voilà, exactement, et en fait, tout va tourner autour de qui a tué Ursula. En gros, c'est ça. Qui a tué Ursula. Ce n'est pas le colonel Moutarde avec le chandelier, on précise. C'est ça. Et en fait, voilà quoi. Donc en fait, c'est une enquête quand même, mais le roman est pas basé sur l'enquête principalement, c'est-à-dire qu'il y a des éléments d'enquête, mais c'est surtout un journaliste là dans ce cas-là qui. Gabriel, c'est ça, il va vivre l'expérience de sa vie. On est presque dans le parabole de l'ange Gabriel qui s'incarne de manière traumatisante dans la chair à ses histoires. Non, c'est ça. C'est exactement ça, parce qu'en plus, il va tomber fou amoureux d'une des protagonistes, qui devient une soupçonnée. C'est la fille de... Enfin non, je veux pas spoiler, hein, mais... La fille de la femme. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et du coup, il va être confronté à un moment donné à un choix, il dit, mais c'est elle qui a tué, mais je l'aime trop, donc qu'est-ce que je fais, etc. Aïe, oui. Un choix de décision. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de ce roman Je crois que j'ai dit pas mal de choses. Bon, à peu près, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais... ça y est, ça m'est sorti de la tête. Hein. Oui, c'est ça. Quand tu écris un livre comme ça, tu commences une histoire. Donc, on a bien compris, t'es gris et tout ça. Mais est-ce que tu as la fin, ou alors est-ce que c'est des personnages qui finissent d'écrire tout seuls? Non, moi, je peux pas trop. En plus, j'ai eu une mauvaise expérience sur un roman qui a été difficile à rattraper parce que j'avais une fin, puis en cours de route, j'ai changé. T'as changé? Oui, et alors en fait, c'est un peu comme un canevas, c'est-à-dire un canevas où, oui, un canevas, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que si tu défais un truc, tout peut partir, enfin, c'est plus cohérent. Moi, j'aime bien quand même que ce soit fluide. Tu gardes une certaine cohérence, mais tu t'autorises quand même, justement, de dévier un peu, quand même, ouais. C'est obligé, parce que sinon, il n'y a plus de plaisir à l'écriture, j'imagine. Et puis, si tu veux de la fantaisie et étoffer en termes d'idées et de richesse sur le livre, tu es obligé de t'écarter de... Voilà, moi, j'ai une trame, si tu veux une trame pour qu'il y ait un début et une fin, mais pendant l'histoire, évidemment que je peux m'écarter. Mais la fin, en général,
En plus, c'est tellement important la fin d'un roman, mais tellement. Mais tout à fait, oui. En général, c'est ce qui peut faire toute la différence d'un bon roman. En règle générale, j'ai une fin. J'ai la fin dès le début. Et comment je veux dire, moi j'imagine que comme beaucoup, t'as le trou, comme on dit, t'as le trou dans le papier. Tu vois les scènes, non, quand tu écris, non, c'est ça. Hein. Ah pardon, je croyais que tu parlais de la page blanche. Non, mais justement quand tu écris, tu vois les scènes, c'est le fameux trou, comme on dit, le fameux trou dans le papier, où le papier, si tu veux, laisse voir une scène. C'est ça. Ah, oui, je les vois. Alors j'ai quelques qualités qui sont ressorties de mes romans, si je peux me permettre. C'est justement un descriptif très précis où les gens m'ont dit on se croirait, en Sibérie ou même dans Manipulation, on se croirait vraiment au milieu de la scène. Et l'autre qualité qui est ressortie assez souvent, c'est que mes fins sont très surprenantes. Ah, voilà, il y a toujours un bon twist à la fin, voilà. Et pour moi, c'est un pari gagné parce que j'adore, moi, personnellement, lire des romans. Être surprise. Voilà, on ne s'attend pas du tout à la fin, c'est non. Voilà, faites à autrui ce que vous voudriez que l'on vous fasse. Voilà, exactement. Donc tu vis l'histoire de tes personnages. Donc tu me disais tout à l'heure que ça te traumatisait pas par contre. Mais quand même tu. Des fois, c'est marrant parce que même quand je me relis, tu vois, faut en forme quoi. C'est marrant parce que je m'auto-sensibilise. Parce que c'est vrai que des fois on aime bien un personnage par exemple, mais il doit mourir, ça doit être dur. Hein. Il y a ça, et puis même des trucs très durs qui se passent, des fois, oui. Ouais, j'ai lu quelques scènes de tes bouquins, alors on va pas en donner la teneur à une heure de grande écoute, mais c'est vrai que ça y va. Hein. Ah oui. Oui. C'est du paintball sans peinture. Hein. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'émotion dans un livre, hein. Il faut que, oui. As-tu l'impression quelque part que l'écriture c'est de l'expérience vécue par imagination? J'en sais rien, ça dépend des gens à mon avis. Moi je fais quand même beaucoup d'empathie, presque trop, ça commence à rendre malade l'empathie. Les émotions négatives non sont les tiennes, mais celles des autres. L'empathie c'est compliqué. Mais du coup oui, Tu connais la méthode, tiens justement, on ouvre une parenthèse justement à ce sujet de l'empathie et des émotions. Tu connais la méthode TIPI, de Tipeee comme les Indiens? Justement, c'est une méthode qui consiste à accueillir ces émotions, si tu veux, et à les laisser faire leur circuit dans le corps. Tu t'apprends ça sur le net si tu as 5 minutes. D'accord. Et tu regarderas ça. À la limite, ça peut t'intéresser, puisque tu t'intéresses aux émotions, c'est un peu ton fond de commerce. Tu regarderas ça. Et à la limite, je te mettrai un lien sur Facebook. Ah oui, avec plaisir. J'ai noté aussi, mais... C'est passionnant. Moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans et je m'en suis servi moi-même parce que par exemple, pour des phobies, des choses comme ça. Tu peux régler tout un tas de trucs. Justement, quand t'as les émotions, justement, qu'on n'arrive plus à contrôler, justement, avec ça, et ça peut t'aider pour tes romans en plus. D'accord, mais carrément. Et je lis des choses, des fois, que je trouve super dures. Je lis des documents, entre 2 romans, je me documente beaucoup, je lis des... Ouais, parce que c'est vrai, et là, c'est super dur sur des trucs sordides. Parce que l'être humain, c'est capable d'aller super loin dans l'horreur, quoi. Tout à fait. Des fois, je lis des documents, mais il faut que je sois vraiment en forme moralement. Et je lis des documentaires, et du coup, tu vis l'émotion, tu essayes de comprendre, tu essayes de... Et c'est dur des fois. Qu'est-ce que c'est que ce métier que j'ai choisi? Tu vas voir quand tu auras comme Agatha Christie, là, que tu auras des millions de lecteurs, mais c'est tout ce que je te souhaite, ma chère Christine. Et voilà, on est arrivé au bout, là, tu vois. Voilà, et après, pour conclure, peut-être le plaisir d'écrire, avant tout. Moi, je recherche pas forcément la célébrité, la notoriété. En revanche, et ça va avec, c'est le plaisir de partager. Et le plus tu partages, le plus il y a des gens qui lisent et qui aiment. T'es tellement heureux d'avoir donné quelque chose que tu as ressenti, que tu donnes à des gens. C'est un beau cadeau, effectivement. Oui, je trouve. Tout à fait. Voilà. Je ne veux pas monopoliser l'antenne. Ah, mais pas du tout. Alors, j'ai encore une petite conclusion pour toi. Oui. T'es prête? Ça y est. C'est parti. Christine Gaillon-Thépeau, avec une maestria consommée, fait couler l'encre dans ses thrillers, une encre à la couleur de sang noir sous la lune. Et sachez que lorsqu'elle jette l'encre sur la page immaculée, 9 fois sur 10, il y a un cadavre attaché à l'encre. Avec un A cette fois, encre. Brrr. Oh, rassurez-vous, juste un cadavre de papier empêtré entre les lignes du récit. Un cadavre qui n'avait pas pied au bout de l'encre. Ayant coulé si profond dans les tréfonds de la psyché humaine en révélant de noirs secrets. Brrr. Bon, si vous voulez lire tout ça, c'est dans le petit dernier Manipulation. Christine vous attend. Elle est lumineuse, tout sourire et inoffensive, je précise. Et puis vous pouvez lire aussi tous ses bouquins. Voilà, ma chère Christine. C'est super gentil, c'est magnifique. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com